Ce matin, dans approximativement 30 minutes, c'est ma première shot de testostérone à vie. Fait que... Qu'on parle des toilettes mixtes ou de la nouvelle loi sur les jeunes transgenres en Alberta, vous le savez, c'est un sujet qui polarise et qui est parfois récupéré par des politiciens. Alors cette semaine, on vous propose de parler de la transition sous l'angle médical, d'en parler calmement et surtout avec les vraies personnes concernées, des adolescents transgenres et leurs parents. Moi, je fais juste dire à mon père, « Papa, c'est la meilleure décision de ma vie. » Plus le jeune doit attendre longtemps avant d'avoir une intervention médicale, plus on voit que la santé mentale se dégrade. Personne ne veut prolonger la souffrance de jeunes qui sont mal dans leur peau, mais dans l'empressement d'intervenir médicalement sur leur corps, est-ce qu'on prend le temps de bien évaluer ce qui se passe dans leur tête? Vous avez dit, vous allez voir, quand elle va commencer, les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout. Quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille. Il n'y a personne qui nous remet en question en tant que tel. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Cette jeune fille a 14 ans. Elle se rend à son premier rendez-vous médical pour une transition de genre. Elle n'a pas besoin du consentement de ses parents. Rendez-vous avec nous aujourd'hui? Pour sa transition, elle a plusieurs options, comme des hormones et des chirurgies, autant au public qu'au privé. La pharmacie avec laquelle c'est. Comment ces soins sont-ils encadrés par notre système de santé? Nous avons voulu savoir... Est-ce que tu considères les chirurgies dans le futur? Les chirurgies. C'est comme le chest. En allant à la rencontre d'ados qui ont pris des décisions majeures aux conséquences parfois irréversibles. En revenant d'une vacance de Noël de chez son père, je l'ai trouvée enfermée dans une armoire avec... elle s'était automutilée. Donc, c'est là que ça a commencé. François et Suzy nous ont demandé de changer les prénoms de toute la famille. Ils sont les parents de Clara, leur fille unique. Une ex-première de classe de 24 ans, sérieuse et ultra-sensible. J'ai tout le temps eu des défis avec ma santé mentale depuis que j'avais comme 8 ans. Vers cet âge-là, j'avais déjà mis une ceinture autour de mon cou. Dès l'enfance, Clara développe un trouble anxieux. À la puberté, c'est le bullying qui s'ajoute. J'ai reçu beaucoup de commentaires à propos de mon apparence. Je pensais que mon visage était déformé. J'avais de la misère à me regarder dans le miroir. Vers 2015, sur Internet, elle pense avoir trouvé la cause de son mal de vivre. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de jeunes qu'on se faisait des blogs. J'ai été exposée à l'idée que le genre de quelqu'un était défini par comment il se sentait. Je me voyais pas plus être un homme qu'une femme. Ses premiers temps, elle a décidé qu'elle était à genre. Je m'identifie pas à une fille, je m'identifie pas à un garçon. Je suis à genre. J'ai fait « Ah, c'était ça. C'est ça. Elle est à genre. C'est ça qui la travaillait. Je vais l'accompagner là-dedans. » Donc, j'ai fait des fouilles sur Internet. Suzy trouve une psychologue spécialisée en dysphorie de genre. À 15 ans, Clara devient sa patiente. Dès la première rencontre, c'est que c'est important de tout de suite, rapidement, de l'appeler par son nom de garçon, de faire les démarches pour commencer pour l'hormonothérapie dès que possible. C'est comme une course contre la montre. Répondre tout de suite aux besoins du jeune trans, c'est un des piliers de l'approche appliquée au Québec. Plus le jeune doit attendre longtemps avant d'avoir une intervention médicale, plus on voit que la santé mentale se dégrade. Annie Poulaine-Sans-Façon est l'ex-titulaire de la chaire de recherche sur les enfants transgenres et leurs familles. Elle favorise l'approche dite transaffirmative. Pour nous, l'approche transaffirmative, c'est que la seule personne qui peut dire c'est quoi son identité de genre, c'est la personne concernée. C'est ça, en fait, la base de l'approche transaffirmative.
C'est aussi la méthode employée par la psychologue de Clara. Rapidement, elle rédige des lettres d'appui au changement de nom et de sexe de sa cliente. Je me dis, hey, si c'est juste ça, hey, je vais-tu l'appeler par le nom qu'elle veut? Je veux juste la sauver. Puis elle m'apporte plein de preuves. Le fait que ma fille, quand elle a ses menstruations, elle tombe sa connaissance ou elle vomit, elle dit ça, c'est le corps qui rejette le côté féminin. Après, je pense que c'est la 3e rencontre, elle m'a dit, maman, elle dit... Finalement, je suis un garçon trans. Parce que je préfère être un garçon efféminé qu'une femme butch. Mais tout n'est pas si simple. Clara est instable, impulsive et hypersensible. Plusieurs professionnels détectent des traits TPL, le trouble de la personnalité limite. Ses parents évoquent cette hypothèse avec la psychologue. J'ai demandé, mais pourquoi ça serait pas TPL? Je voulais voir sa réaction. Elle m'a répondu que TPL n'existe pas. Les TPL sont des transgenres. Au Québec, pour amorcer une transition médicale, il faut au moins une lettre de recommandation d'un professionnel. Clara l'obtient et passe à la première étape. En premier, on reçoit du Lupron. C'est des bloqueurs d'hormones. Ça stoppe la puberté. Le Lupron, un médicament qui freine la production d'hormones pendant la puberté et permet à l'ado de réfléchir à son genre. Depuis 2010, les prescriptions des adolescentes ont sextuplé selon les données de la RAMQ. Et une étude montre que 9 ados sur 10 qui prennent des bloqueurs continuent vers une transition médicale. Ça a arrêté mes menstruations immédiatement. Clara passe à la prochaine phase, la testostérone. Elle a 15 ans et au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour en recevoir. En 2013, 10 jeunes filles de 14 à 17 ans ont reçu des prescriptions de testostérone. En 2023, elles étaient 97. J'ai commencé à avoir plus de pilosité. Puis aussi, ma voix est devenue plus grave. Encore là, j'aimais pas plus ce que je voyais qu'avant. Elle nous avait dit, vous allez voir, quand elle va commencer les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça. Pas en tout. Le changement a continué, mais je voyais pas le bienfait sur sa santé. Là. Il n'y a rien qui changeait. C'était juste douloureux. On a tout le temps derrière la tête comme elle peut se suicider. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Oui, j'aimerais ça qu'on coupe pendant le cours, mais j'aimerais ça que tu me gardes les petites mèches en avant. OK, super. Jane s'est toujours considérée plus masculine que la moyenne, un genre de tomboy aux cheveux longs. Et puis, à 14 ans... J'étais en train de regarder un live stream. Ça disait genre, je viens de faire un coming out en tant que personne transgenre à mes parents, ils sont fiers de moi. J'ai fait, c'est quoi ça, être transgenre? Et quand j'ai vu la définition, j'ai fait genre, oh, OK, ça a l'air vraiment de quelque chose qui me rejoint. C'était au printemps 2020. Et à l'été, un événement viendra confirmer son choix. J'ai vécu une agression sexuelle. Et d'après moi, c'est ça qui a fait pencher la balance parce que je me disais justement, si j'avais été un gars, ça ne serait pas passé. En plus, j'avais un dégoût, dans un sens, d'être une femme à cause de cet événement-là. Jane sait maintenant ce qu'elle veut, de la testostérone. Son médecin de famille la réfère en clinique spécialisée. Elle aboutit à Meraki, la clinique de genre affiliée à l'Université McGill. Après Sainte-Justine, c'est la plus importante au Québec. La jeune fille passe directement au bureau de l'endocrinologue. C'est la médecin spécialiste des hormones. Mais Jane, qui t'a évalué pour savoir si tu vivais vraiment une dysphorie de genre? Pas en tant que tel. Peut-être mon endocrinologue avec ses questions, mais c'est le plus que j'ai eu. Ce matin, dans approximativement 30 minutes,
C'est ma première shot de testostérone. Jane obtient sa prescription en avril 2022, après 2 consultations. Elle a 16 ans. 1 mois sur la testostérone. 2 mois sur la testostérone. 3 mois sur la testostérone. 9 mois sur la testostérone. 10 mois sur la testo. Je me faisais dire, waouh, t'es courageuse de faire ça comme ça et c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Je suis vraiment content de tous les changements que je vois. Je le voyais comme quelque chose qui allait me libérer du fait que je me sentais mal dans mon corps. Après 4 mois de testostérone et plusieurs tentatives de suicide, Clara est internée à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ses parents veulent savoir, leur fille a-t-elle ou non un trouble de la personnalité limite? Quand j'ai dit que la clinique nous avait dit que les TPL n'existent pas et qu'ils sont transgenres, les médecins en place et psychologues ont sauté, puis ça a été un « quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? » Puis là, ils se disent « Voyons, l'hôpital est rempli de TPL. » L'hôpital remet en question le diagnostic de dysphorie de genre. Leur psychologue recommande une thérapie et fait cesser les injections de testostérone. Mais à sa sortie de l'hôpital, Clara recommence à s'injecter et elle retourne directement chez sa psychologue. Les séances, à chaque fois que ça finit, je dis de quoi vous avez parlé, bien que j'avais le droit légalement de demander d'aller dans les toilettes pour hommes. De ça. J'ai dit, OK, mais avez-vous parlé d'autre chose? As-tu fait une thérapie? C'était jamais à propos d'une thérapie. J'ai dit, ça va faire. Là. J'ai dit, on parle juste de ça. Je vous paye pas pour la renseigner au niveau des points légaux, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, puis qu'est-ce qu'elle peut militer. Moi, je voulais qu'elle vous voie pour que vous puissiez l'aider. Puis ça a été la dernière rencontre parce que là, clairement, elle l'aidait pas. De son côté, Jane veut passer à la prochaine étape, la mastectomie. C'est sûr, le fait que je voyais les autres gars autour de moi qui étaient en chest sur le bord des piscines, j'étais comme, je me sens gars à moitié. Je sens que c'est pas authentique. 1 an et demi après sa première dose, Jane se fait enlever les 2 seins dans une clinique privée. C'était en août dernier, elle venait d'avoir 18 ans. Clara, elle, en avait 17. Rendu là, je passais à 100% pour un adolescent garçon. Et c'était inconfortable pour moi de porter des binders. En se rendant à l'opération, c'est sûr que j'ai dit « Es-tu sûr? » Parce que, tu sais, je veux pas que tu aies de regrets ou quoi que ce soit. Elle dit « Si je détransitionne, je m'en ferai faire d'autres. » Après la pause, des parents se demandent s'ils peuvent intervenir. Je suis convaincu que si j'avais pas posé les questions que j'ai posées, qu'elle aurait eu très rapidement les bloqueurs d'hormones. J'ai absolument aucun doute. Ce serait si simple s'il y avait un consensus scientifique sur la marche à suivre précise quand un adolescent exprime le souhait d'amorcer une transition vers l'autre sexe. Mais vous allez voir que même parmi les experts, le débat est brûlant. Do we still need the key to get in? It's been opened? It's open. Okay. L'équipe d'enquête est à New York pour assister furtivement à une conférence scientifique. Ils viennent de partout pour échanger sur leur champ d'expertise, les adolescents transgenres. Ce sont des professionnels de la santé et ils doivent rester discrets. Parce qu'en Amérique, leurs idées sont controversées et parfois, ça leur vaut des menaces. On m'a menacé d'agression, d'effacement, de censure, de mort. On vous a menacé de mort? Oui. L'ironie ici, c'est que cette psychologue renommée est elle-même transgenre. Des ados trans, elle en a évalué des centaines. Il y a trop de professionnels qui acceptent que les jeunes fassent leur propre diagnostic en matière de genre. On ne peut pas remettre une lettre d'appui à un jeune pour des hormones en une seule session. Elle n'est pas la seule à le penser. Erika Anderson suit les règles de la WPATH, l'Association des professionnels en santé transgenre.
Ces directives sont très claires. L'adolescent en transition doit être évalué physiquement, psychologiquement et socialement. Erika Anderson est une des stars de cette conférence. En voici une autre, la docteure Lisa Littman. En 2018, cette médecin américaine s'est intéressée à un nouveau phénomène. Dans ma propre communauté, j'ai remarqué qu'une ado après l'autre annonçait qu'elle était transgenre. Il y en a eu une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et ensuite une septième. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Son étude cerne un concept inédit, la dysphorie de genre à déclenchement rapide. Des ados dont le malaise se déclare soudainement, sans signe précurseur durant l'enfance, et qui s'influencent entre eux et dans les réseaux sociaux. Littman appuie ses travaux sur des centaines d'entrevues avec des parents d'ados transgenres. Pour des chercheurs comme Annie Poulaine-Sans-Façon, ça les rend invalides. L'idée du rapid onset, là, la théorie était basée en parlant des parents. Moi, je vous dis que les parents, ils savent pas ce qui se passe dans la tête de leur enfant. Puis quand on parle aux enfants, on sait qu'il y en a qui le savent depuis qu'ils sont jeunes, mais qui n'ont jamais pu le vivre. Je pense que ça a été mal accueilli, surtout parce que mes résultats invitent à la prudence. Il faut être plus rigoureux en évaluant ces nouveaux cas. On ne peut pas les traiter comme les transgenres d'avant. Les transgenres d'avant, ce sont ceux qui ont toujours existé avant la flambée des dernières années. Épidémiologiquement, c'était en grande majorité des petits garçons qui revendiquaient être des filles. Or, dans l'étude du professeur Littman, il semblait y avoir de plus en plus de jeunes filles qui se déclaraient transgenres à l'adolescence. Ce changement radical remet en question le modèle d'intervention le plus populaire depuis 30 ans, le protocole hollandais. Qu'est-ce que c'est le protocole hollandais? Et ça a été comme un pari ou une tentative de se dire, en écoutant l'expérience de personnes adultes qui rapportaient avoir beaucoup souffert à l'enfance et à l'adolescence, de se dire on pourrait peut-être prévenir cette souffrance en intervenant en amont, en intervenant avant. L'idée, c'était d'agir et de prescrire rapidement pour soulager les ados qui ont l'impression de vivre dans le mauvais corps depuis qu'ils sont tout petits. En Suède, c'est ce qu'on a mis en place. Ça tombait sous le sens au début. On ne parlait que de 4 ou 5 jeunes par année en Suède, donc c'était très raisonnable. Mais ensuite, les cas se sont mis à augmenter dramatiquement. Partout dans le monde occidental, la clientèle adolescente augmente radicalement au début des années 2010, y compris en Finlande, où la psychiatre Rita Kerttu-Kaltiala dirige le premier programme de dysphorie de genre pour adolescents du pays. Elle a vite constaté que plusieurs de ces nouveaux patients n'allaient pas très bien. À ce moment-là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes psychiatriques, surtout de la dépression, de l'anxiété et de l'autisme. En 2019, elle décide d'évaluer l'impact des hormones de l'autre sexe sur la santé mentale des jeunes de sa clinique. Ceux qui allaient bien avant les hormones allaient bien aussi durant la transition. Mais ceux qui avaient déjà des difficultés à l'école, en amour ou avec leurs parents continuaient d'avoir des problèmes. Pour nous, ça veut dire que la transition médicale n'est pas un remède miracle à toutes sortes de problèmes. Je suis pas d'accord que ça règle rien. Il y a une étude randomisée qui a été publiée il n'y a pas longtemps qui démontre exactement le contraire. Ils ont vraiment vu une différence marquée entre ceux qui ont eu accès immédiatement versus ceux qui n'ont pas eu accès. Dans la bataille des études, difficile de se faire une tête. En Suède, le psychiatre et chercheur Mikael Landen a voulu y voir plus clair. Son équipe a analysé 195 études différentes pour évaluer l'effet des hormones sur les adolescents trans. Ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas de données probantes qui prouvent les bénéfices. Ou alors que ça diminue réellement les symptômes d'anxiété, de dépression ou les pensées suicidaires. Et ça veut dire que globalement, on ne peut pas recommander le traitement. La Suède et la Finlande ont renoncé, sauf exception, aux bloqueurs de puberté. Les deux pays ont aussi limité à 16 ans l'accès aux hormones de l'autre sexe. Quant aux mastectomies,
elles sont interdites aux mineurs. Au Québec, le Collège des médecins dit réfléchir à la question des soins de santé des personnes trans. On aime ça parler du modèle scandinave au Québec. Bien, le modèle scandinave, on devrait peut-être s'y intéresser par rapport aux transitions de genre aussi. Pour ne pas faire de tort à sa fille, Antoine nous a demandé de changer leur prénom. Amélie s'est fait proposer une transition médicale alors qu'elle était hospitalisée pour une autre raison. C'est arrivé à Sainte-Justine. Quand ma fille rentre à l'hôpital, elle rentre pas en lien avec la dysphorie de genre. C'est vraiment l'alimentation qui est problématique. Amélie est anorexique. Elle sort d'une puberté précoce et difficile. À l'entrée du secondaire, elle avait déjà vraiment un corps de femme. C'est là où elle a peut-être commencé un peu à moins aimer son corps. Dire, je me trouve grosse. Elle avait un inconfort avec ses formes, en particulier sa poitrine. Elle perdait du poids, puis plus c'est devenu apparent qu'elle avait vraiment un trouble alimentaire. Elle passera 2 mois à l'unité des troubles alimentaires de Sainte-Justine. Ses parents l'accompagnent à tous ses rendez-vous. Selon eux, la dysphorie de genre n'a pas été formellement évaluée. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le fait qu'il n'y a pas eu des psychiatres ou un spécialiste qui va étudier son historique, qui va finalement faire un diagnostic. Mais non, il n'y a pas eu ça du tout, du tout. Pourtant, 2 médecins différents lui proposent des bloqueurs de puberté. Bien, on nous a remis un feuillet explicatif pour un médicament qui s'appelle le Lupron Dépôt, des bloqueurs d'hormones. Puis on lui dit finalement qu'elle peut consentir, puis que c'est sans risque, puis c'est réversible. Amélie a 15 ans. Au Québec, elle a le droit de décider seule de prendre ou non des bloqueurs. Ma fille a de la difficulté à s'alimenter. Là, il y avait la détresse, l'anxiété ultra forte, les dépressions, les idées suicidaires. C'est clair là, que c'est pas quelqu'un qui est en mesure de consentir à quelque chose comme ça. Antoine le rappelle au médecin et l'option du Lupron est finalement écartée. Je suis convaincu que si j'avais pas posé les questions que j'ai posées, qu'elle aurait eu très rapidement les bloqueurs d'hormones. J'ai absolument aucun doute. Après plusieurs séjours à l'hôpital, l'apparition de traits TPL et d'autres tentatives de suicide, Amélie finit par révéler ce qu'elle souhaite vraiment. Ma fille, ce qu'elle désirait, c'était une mastectomie. Elle voulait faire enlever ses seins. Ma fille m'a avoué qu'elle avait lu en ligne que pour avoir une mastectomie, elle devait être trans. Amélie insiste et obtient un rendez-vous à la clinique de genre pour discuter de sa mastectomie. C'était en mars dernier. Puis là, ça a été vraiment, là, pour moi, le déclencheur. Là, j'ai dit, là, c'est assez. Elle commence tout de suite à dire, bien, tu peux avoir une mastectomie. C'est à partir de 16 ans, il n'y a pas de problème. Elle avait 16 ans à ce moment-là. C'est payé par la ramucule. Puis une de ses premières questions, c'est, as-tu déjà été hospitalisé? Puis là, c'est là, j'ai dit, là, on va arrêter ça ici. Elle est en train de proposer ça à ma fille, qui n'est pas au courant que ma fille a été hospitalisée plusieurs fois. Les médecins qui étaient en face de nous, là, connaissaient absolument rien de l'historique de ma fille. Je trouvais ça profondément irresponsable d'avancer quelconque chirurgie ou de présenter ça à ma fille dans l'état où elle était. Puis cette nuit-là, à 4 heures du matin, j'ai commencé à écrire une lettre. La lettre est adressée au médecin et à la commissaire aux plaintes de Sainte-Justine. Antoine s'y dit profondément troublé par l'absence de garde-fous pour protéger les adolescents troublés. Il dénonce l'empressement à présenter un traitement médical sans vérifier la présence de dysphorie de genre. Nous avons rencontré d'autres parents qui ont vécu le même genre de situation avec leur fille de 13 ans. Eux aussi ont l'impression que la voix des parents n'est pas entendue. Il y a beaucoup un discours de peur qui accompagne, mais... Tout est basé là-dessus. Bien, c'est ça. C'est la culpabilisation aussi qui vient avec. Si tu le fais pas, tu mets ton enfant en danger. Si tu ne vas pas dans cette direction-là, t'es un mauvais parent. D'ailleurs, c'est écrit de facto, là. Ce qui est écrit dans le guide que Sainte-Justine remet aux parents, c'est qu'il faut agir vite pour éviter les tentatives de suicide. Le guide est rédigé par un groupe communautaire de Toronto et utilisé dans plusieurs hôpitaux. On y trouve aussi 7 statistiques, reprises par la chercheure Annie Poulin-Sans-Façon à Tout le monde en parle, l'automne dernier. Le soutien parental, ça va aider, en fait, à améliorer la santé mentale. Il y a une recherche qui avait montré qu'un soutien parental fort, ça diminue le taux de suicide par 93 %. Quelle est l'impression qu'un
qu'un chiffre comme ça donne. Soutenez votre enfant. Être avec lui, avec elle, être prêt à avancer, puis l'accompagner dans ça. C'est ça, un soutien parental fort. C'est un facteur de protection numéro 1 chez les jeunes trans. Il n'existe pas, à ma connaissance, des études qui démontrent clairement une réduction des tentatives de suicide avec les approches affirmatives. On peut imaginer que ça doit être effrayant, en tant que parent, de se faire dire ça. Encore une fois, les experts ne s'entendent pas, sauf sur une donnée. Les ados trans ont plus d'idées suicidaires que les autres. Ce serait 60% d'entre eux. Mais à peu près la moitié de ces patients qui souhaitent avoir des soins pour leur dysphorie de genre ont d'autres conditions psychiatriques qui sont associées aux idées suicidaires. Et ça, il faut le considérer. Ici, au Québec, nous avons fouillé tous les rapports du coroner de suicide depuis 15 ans. 5 suicides d'adolescents avec une dysphorie de genre ont été rapportés. 4 des 5 avaient des problèmes de santé mentale, en plus de la dysphorie. 4 mois après avoir envoyé sa lettre, Antoine reçoit la réponse de Sainte-Justine. « Monsieur, vos commentaires ainsi que plusieurs autres interventions de patients et de leurs familles ont initié des questionnements chez tous les membres de la clinique. Depuis, les intervenants sont mieux outillés et les modalités d'accueil des jeunes et de leurs familles ont été profondément modifiées. » Je m'attendais à une réponse un peu laconique, mais au contraire, j'ai senti qu'il y avait vraiment eu un travail à l'interne, d'introspection même. Ils ont dit assez clairement qu'ils n'allaient pas aller de l'avant avec la chirurgie, puis que si ma fille désirait finalement poursuivre, qu'elle devrait par elle-même, à l'âge adulte, faire des démarches. Au retour, une chirurgie qui ne remplit pas ses promesses. J'évitais quand même de regarder dans le miroir parce que je trouvais que j'avais encore l'air déformée. La transition médicale commence généralement par la prise de bloqueurs de puberté, viennent ensuite les hormones et puis le questionnement sur la chirurgie. Et ça, c'est une expérience qui est vécue de façon fort différente par les jeunes qui vont vous la raconter. Pour parler d'identité sexuelle, on reçoit Françoise Susset, qui est psychologue. Bonjour, Françoise. Bonjour. Si la cause de la défense des droits des jeunes trans a une porte-étendard au Québec, c'est Françoise Susset. Pour qu'on puisse aussi contrer le harcèlement, la violence auquel ces enfants et ces ados peuvent être soumis. Madame Susset se décrit comme une psychologue engagée. Il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent et des informations fausses qui vont alarmer les familles, qui vont alarmer les parents. Elle travaille à la clinique Miraki et offre plusieurs formations sur la clientèle trans. Ça arrive tellement fréquemment que je reçois des adolescents dans mon bureau, adolescentes, et qui arrivent avec un dossier psychiatrique, mais de 5 cm de haut. Tous les diagnostics ont été lancés dans ce dossier, tous, sauf dysphorie de genre. Elle aborde entre autres les problèmes de santé mentale souvent diagnostiqués chez les jeunes trans. On va parler du trouble de personnalité limite. Pourquoi? Parce que c'est le diagnostic le plus souvent confondu avec la dysphorie de genre. Et c'est un diagnostic qui est vraiment apposé de façon exagérée chez les personnes trans et non-binaires. Cette formation de 4 heures est offerte à ses confrères de l'Ordre des psychologues du Québec. J'ai jamais vu un traitement aussi dramatique que la testostérone ou l'estrogène pour une personne trans. Il n'y a aucun antidépresseur qui agit de façon aussi efficace. Ça prend du temps. Les bloqueurs ou les hormones, ça prend beaucoup de temps. C'est un effet lent qui va faire que je vais me sentir mieux dans ma vie. Ça me permet d'être mieux dans ma peau. Elios a débuté sa transition à l'âge de 15 ans. Il avait passé son enfance à douter de sa santé mentale et de son genre. À ma deuxième rencontre, ma psy me dit « Écoute, Elios, je pense que tu le sais déjà, mais je vais te donner un diagnostic de dysphorie de genre. » Ce qui est arrivé, c'est que
J'ai fait des tentatives de suicide qui m'ont amené aux urgences. Et dans la même année, j'ai commencé les bloqueurs d'hormones et la testostérone. La testostérone est un soulagement, mais ce n'est pas suffisant. Oui, je vais mieux, mais je vais pas bien. C'est parce qu'il y a une autre solution qui s'applique. Cette solution, c'est la double mastectomie, à 16 ans. Fait que j'arrive à la clinique, je suis super stressé, je suis nerveux. Je veux pas ne pas le faire. J'ai juste peur de ce qui pourrait arriver. Pas d'hésitation? Aucune hésitation. Clara n'a pas hésité non plus. À 17 ans, elle subit une double mastectomie après 2 ans et demi de testostérone. Je dirais que quasiment le lendemain ou le surlendemain, j'ai vu qu'elle avait fait une gaffe. Je l'ai ressenti dans son énergie. Je pensais honnêtement que ça paraissait encore, que j'avais une poitrine de femme. J'évitais quand même de regarder dans le miroir parce que je trouvais que j'avais encore l'air déformée. Début septembre, je crois, elle est partie à pleurer, puis elle arrêtait plus, là. Elle pleurait. Puis là, j'ai dit, tu veux-tu me dire qu'est-ce qui se passe? Puis elle était pas capable, elle pleurait trop. Puis là, j'ai dit, ça se peut-tu que tu veuilles détransitionner? Elle a dit oui. Elle a dit, j'ai déjà arrêté pas mal la testo, là, puis tout ça. À 20 ans, Clara se procure une perruque et des implants mammaires. Et elle apprend à redevenir une femme. Ça s'est fait naturellement en passant du temps avec d'autres filles. C'était de refaire ma socialisation. Mais c'est sûr que j'avais un retard, vu que j'avais pas passé à travers les étapes importantes dans l'adolescence d'une femme. Comme Clara, Jane s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Les regrets, ils sont arrivés, je veux dire, une semaine après, peut-être. C'est vraiment quand j'ai commencé à voir le résultat, que les drains étaient enlevés et que je voyais comme... J'avais juste mes bandages et je regardais et je voyais que c'était plat, là. C'était pour de vrai. C'était en octobre dernier. 2 mois après ma chirurgie, je décide de leur écrire pour dire « ça va plus, je décide de détransitionner. Je veux parler à ma chirurgienne le plus rapidement possible, question de voir est-ce que ça se reconstruit, est-ce que je suis pris avec ça le reste de ma vie ou il y a quelque chose que je peux faire. » Et la première réponse que j'ai eue, c'était avant d'envisager une reconstruction mammaire, ils m'ont dit que je devais attendre 2 à 3 ans et qu'il fallait que j'aille un suivi psychologique pendant plus d'1 an. On m'a pas demandé de suivi psychologique avant d'enlever mes seins. Ma chirurgienne, elle m'a dit que elle-même, si ça aurait été ses enfants, elle aurait demandé d'aller plus lentement et elle aurait fait ralentir le processus pour ses propres enfants parce qu'elle trouve que ça va vraiment vite et que les gens n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir. Avant 2017, aucune jeune fille mineure ne subissait de mastectomie au Québec. En 2023, il y en a eu 18. Jane vit bien avec les conséquences de la testostérone. C'est sûr que la voix, je remarque qu'elle est plus grave et il y a beaucoup de gens qui me le font remarquer, mais encore là, je peux faire des cours de voix pour qu'elle devienne plus aiguë. Et moins bien avec celle de la mastectomie. Si j'avais pu au moins éviter la chirurgie avant, j'y ai pensé fort à ça, là. J'étais dans mon lit en train de me rouler, là, et j'étais comme « Ah, si seulement je pouvais retourner dans le passé, juste à... » Pas longtemps, là, juste avant la chirurgie, là, en train de rentrer dans le centre de chirurgie, que je me dis à moi-même « Hey, fais pas ça, tu vas le regretter. » Parmi le tout petit nombre de gens qui pourraient avoir une détransition, il y en a très peu à l'intérieur de ce groupe-là qui ont des regrets. Évidemment, les gens qui regrettent parfois font beaucoup de bruit, n'est-ce pas? On ne sait pas combien de personnes trans ont repris leur identité d'origine, mais selon la psychologue, les détransitionneurs ne devraient pas faire oublier l'expérience positive de la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pénaliser les 99,07% des gens pour le petit pourcentage, l'infime pourcentage de gens qui vont possiblement avoir des regrets par rapport à certaines dimensions de leur transition. Madame Susset a décliné notre demande d'entrevue.
Dans une lettre, elle précise que nous n'avons aucun moyen fiable de distinguer les personnes qui pourraient détransitionner de la grande majorité pour qui la démarche soulagera une importante souffrance. Puis oui, il y en a qui le regrettent, puis je suis vraiment désolée pour ces jeunes qui le regrettent. Il faut essayer de trouver les meilleures façons de les accompagner, mais moi, je pense que tout se passe en amont. Puis si on peut faire ça, on va aller bien plus loin. C'est facile de blâmer la première personne autour de nous, hein? Ça a été difficile pour moi de donner une entrevue à visage découvert parce que j'ai peur d'être jugée ou que le monde pense que j'ai amené ça sur moi-même. La première fois où j'ai vu le résultat, je me mets juste à pleurer très fort. Je pense pas que j'ai pleuré de joie autant de toute ma vie qu'à ce moment-là. Mon père me pose plein de questions comme est-ce que ça va? Moi, je fais juste dire à mon père, papa, c'est la meilleure décision de ma vie. Les personnes qui détransitionnent, il faut les respecter. Je vois pas pourquoi on devrait les dénigrer ou leur dire des choses négatives ou peu importe. Ils se sont trompés, c'est tout. En combien de temps une adolescente de 14 ans peut-elle obtenir de la testostérone au Québec? La réponse après la pause. Vous allez être surpris. Est-ce que la fertilité, pour moi, c'est loin de être pour moi, à 14 ans, mais la fertilité, c'est quelque chose que tu me conseillerais avant de commencer? Non. J'ai toujours su que je voulais pas d'enfant, là, non. Comme on l'a vu avec Elios, de nombreux jeunes sont heureux d'avoir fait une transition médicale pour affirmer leur genre. Pour obtenir une prescription d'hormones, de jeunes trans et leurs familles nous ont décrit un processus de quelques séances avec un médecin ou un psychologue dans le réseau public. Mais au privé, voyez à quelle vitesse on peut obtenir cette fameuse ordonnance. Au Québec, le nombre de jeunes trans augmente et les listes d'attente des cliniques spécialisées s'allongent. 8 mois à Meraki, 1 an à Sainte-Justine. Rendez-vous avec qui aujourd'hui? Avec ma docteur. On va ouvrir votre dossier, ça vous donne quoi? J'ai quelques petites informations, mais il m'en manque un peu. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre, il y a une autre option, le privé. Tu vois ici, il y a un cabinet de sexologue et pour 115 $, on offre une consultation. Et à la fin de la consultation, on peut avoir une lettre de recommandation pour de l'hormonothérapie. Ça dit que ça peut prendre 1 séance ou 2 pour avoir la lettre. C'est au privé. On a reçu le message d'une maman qui nous dit que sa fille lui a parlé de ce médecin-là. Cette omnipraticienne voit le patient et prescrit sans référence d'un autre professionnel de la santé. La clinique est privée. C'est le patient qui paye. La pharmacie avec laquelle C'est là que nous avons reconduit Sacha, interprétée par une comédienne de 14 ans. Sacha préférait y aller tout seul, c'est correct. Oui. Elle dira au médecin qu'elle s'identifie comme trans. Voilà, je vous donne ça et un crayon ici. Vous pouvez passer à travers le document, initialer où vous devez, signer où vous devez et tout. Elle doit lire et signer un formulaire de 7 pages qui décrit les effets secondaires, parfois permanents, de la testostérone avant d'entrer dans le bureau de la médecin. C'est la première fois que cette médecin voit la patiente. Elle entre rapidement dans le vif du sujet. Tu me dis un peu, dans le fond, depuis quand que tu n'es pas dans mon corps, c'est comme l'enfance, c'est plus à la puberté. Sacha répond qu'elle n'aime pas son corps et qu'elle se faisait vomir à l'âge de 12 ans. Ma mère, elle m'a pognée. C'est qu'elle m'a amenée voir un psychologue. C'est là que eux ils ont dit que j'avais des troubles alimentaires. Moi, je me disais que ça pouvait pas être des troubles alimentaires, ça faisait pas de sens dans ma tête. Mais à 13 ans, je suis tombée sur une vidéo d'une personne trans, justement, qui parlait qu'elle avait des troubles alimentaires, mais qu'en fait, c'était parce qu'elle était comme pas dans le bon corps. Je me suis vraiment, à ce moment-là, reconnue dans la personne. La docteure lui demande ensuite si elle a l'appui de ses parents. Famille, là, ils ont compris un peu ce qui se passe. Ouais. Est-ce qu'ils savent que tu es ici aujourd'hui? Oui.
À 5 minutes de la consultation, elle aborde la question des chirurgies. Est-ce que tu considères des chirurgies dans le futur? Les chirurgies? Oui. Genre? La tête, le chest. Oui. Il y a d'autres chirurgies qui existent, parce que on a une utérus, dans le fond, avec des ovaires. Fait que dans le fond, c'est possible d'enlever si c'est quelque chose qui peut des fois causer de la dysphorie. La testostérone peut rendre une femme infertile. Le sujet de la fertilité fait l'objet d'une question. Est-ce que la fertilité, je comprends que c'est loin de faire tout toi, à 14 ans, mais la fertilité, c'est quelque chose que tu veux conserver avant de commencer? Non. C'est toujours ce que je voulais pas d'enfant, là, non. Et finalement, à moins de 9 minutes de consultation, Dans le fond, elle avait que moi, je serais plus quand même les hormones aujourd'hui, en Canada, parce que la logique, c'est que, dans le fond, il y a rien dans ton bilan qui m'empêche de t'en donner des hormones, dans le fond. Je vais commencer à une dose, c'est pas une mini-dose, dans une intermédiaire entre adulte et... OK. Ouais, c'est bon. Le meilleur est à venir. la consultation aura duré moins de 17 minutes. Les effets secondaires de la testostérone n'ont pas été abordés, ce qui peut sembler surprenant. Confrontée à ce fait, la médecin nous a répondu que une consultation médicale ne s'évalue pas en termes de durée, mais plutôt en termes de qualité de l'échange d'informations. Les transitions médicales ont lieu de plus en plus vite avec des ados de plus en plus jeunes. Ailleurs dans le monde, on en appelle à la prudence. Québec a nommé un comité des sages. Ici, le débat reste à faire. Dans le contexte de l'identité de genre, ce que demande et ce que dit le patient et ce que postule le patient est devenu inquestionnable. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une perte de confiance dans les institutions, une perte de confiance dans la médecine. La transition d'enfant ne peut pas être prise à la légère. Je peux pas croire de la tangente que ça l'a pris. Que la rapidité soit prônée dans tout ça. Qu'à 8 ans après, il n'y a toujours pas de démarche, même pas un consensus. Je trouve que quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille, on veut que ça aille rapidement. Il n'y a personne qui nous remet en question en tant que tel. Tandis que quand on arrive pour détransitionner, je trouve qu'il y a beaucoup de remises en question. Tout à coup, on est moins dans la liste de priorités. J'espère que vous avez apprécié notre reportage. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.